Pour ma part, donc, je dirige CRM Catalyst, qui est donc une société de conseil qui accompagne les entreprises dans l'aide au choix de systèmes CRM, des petites, des moyennes, voire des très grosses, puisque les configurations auxquelles je m'intéresse vont de 5 à 2000 postes. Donc voilà, c'est le grand écart, je dirais, de l'ETI jusqu'à la start-up. Donc des missions extrêmement spécialisées sur cette aide au choix, dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure. Particularité, on a créé les benchmark éditeurs qui nous permettent de benchmarker à peu près n'importe quel type de solution aujourd'hui CRM sur le marché, France ou international. Et on fait au-delà donc de l'aide au choix ensuite des directions de mission pour aider au déploiement des solutions CRM qui auront été choisies avec nos clients. Au sommaire, ce matin, présentation donc de quelques chiffres sur le marché du CRM pour que vous ayez quelques repères et voir un petit peu à quoi ça correspond et ce que ça pèse. On parlera des typologies de solutions, c'est quoi les différentes typologies de solutions CRM, comment on s'y prend pour trouver la bonne solution. Donc là, je vous donnerai une sorte de règle en 10 points synthétiques, résumés, qui explique assez bien les ingrédients nécessaires à la réussite d'un bon projet. Et puis, je terminerai avec des exemples de budget très concrets qui vous donneront des idées de prix pour savoir ce que ça coûte aujourd'hui, un petit, un moyen ou un gros CRM, que vous ayez vraiment des idées assez précises là-dessus. Alors, en introduction, c'est quoi un CRM? Je vous ai pris une définition un peu académique ici, mais qui est pas mal. Le CRM, Customer Relationship Management, ou en français GRC, Gestion de la relation client, c'est l'ensemble des outils et techniques destinés à capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, aux tiers, dans le but de les fidéliser en leur offrant le meilleur service. Voilà, ça résume assez bien en 5 lignes ce qu'est un CRM aujourd'hui. J'irais peut-être même au-delà de clients et prospects. Le CRM aujourd'hui s'ouvre à la totalité des contacts en interaction avec une entreprise, une structure quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, il y a des CRM qui sont utilisés par énormément d'indépendants, comme effectivement les grandes entreprises. Donc, ce n'est pas uniquement que l'apanage des grands. Un chiffre, 200. 200, c'est aujourd'hui le nombre de solutions disponibles rien que sur le marché français. Donc, c'est 196 très précisément encore aujourd'hui. Pour information, il y en avait encore 250 il y a 18 mois en arrière, il y en avait 320 il y a 2 ans et demi, et il y a 4 ans et demi, il y en avait 450 éditeurs de solutions de CRM. Donc, c'est un marché qui se restreint énormément, qui est en train de se chercher, qui va continuer à se compresser autour d'un certain nombre de leaders, mais il restera certainement, bon an, mal an, autour de 150 à 150 éditeurs dans les toutes prochaines années. Quelques données, au moins sur les leaders, puisque c'est quand même eux qui font peser ce marché. Ici, ce sont des chiffres issus du Gartner qui datent de 2017, qui n'ont pas été totalement réactualisés. On attend des analyses 2020, mais Covid aidant, on ne sait pas trop si on n'aura pas plutôt un décalage d'1 an sur ces prochaines statistiques, mais ça donne quand même une assez bonne idée du marché 2018-2017. Donc, vous voyez qu'il y a un éditeur dont le nom est plutôt réputé, c'est un petit peu l'empereur du CRM, qui s'appelle Salesforce, et qui, je dirais, pilote un petit peu tous les projets CRM des grands comptes, principalement, des grandes entreprises, voire d'un certain nombre de TI. On le trouve plus rarement dans des TPE, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est un produit quand même qui est particulièrement dimensionné, on en reparlera après. Et puis ensuite, suivi effectivement par ces éditeurs qui sont présents dans ces grands comptes, SAP, Oracle, Adobe, qui a donc une suite CRM très orientée marketing et particulièrement pertinente qui plaît aussi aux grandes entreprises. Et puis on trouve après en assez bonne position Microsoft qui occupe aujourd'hui, bon an, mal an, 4,5% de part de marché, ce qui n'est pas si mal, face aux 30% que peut peser Salesforce, par exemple, sur ces marchés complets des ETI et des grands comptes. Vous voyez que Salesforce pèse 20% aujourd'hui au niveau mondial, et en France, ils disent peser à peu près 30%. Cette slide est sympa, mais elle n'est pas assez représentative des 190 acteurs qu'il y a par ailleurs. Alors ici, ce n'est pas non plus les 190, mais c'est un tableau qu'on utilise chez les professionnels de manière assez régulière, qui nous permet d'avoir un positionnement de réputation et qui croise, je dirais, les fonctionnalités, la puissance des produits et leur réputation dans une grille qui s'appelle CrowdG2 et qui nous permet en temps réel d'évaluer un petit peu les leaders du moment. Donc, vous voyez qu'on va retrouver de nouveau du Salesforce, du HubSpot, du Zoho CRM, du Microsoft, du Pipedrive. Alors,
Pour ceux qui connaissent un peu les logos, moi je finis par les connaître par cœur, il faut lire dedans régulièrement. Mais voilà, il y a un certain nombre de leaders. Et puis vous voyez surtout ce ventre mou là, ici dans les produits à haute performance, il y a un sacré paquet de produits qui ont tendance tous à vouloir essayer de monter vers la position de leader. Il y a aussi en haut à gauche ici les contenders, ce qu'on appelle les prétendants, donc ceux qui sont en capacité aujourd'hui d'évoluer vers du leadership. Et puis les produits de niche qu'on a en bas à gauche, qui pour autant ne sont pas à dénigrer. Et typiquement, la vocation de CRM Catalyst, c'est de trouver ici dans les prétendants, les produits à haute performance et les produits de niche, les produits qui correspondent au mieux donc aux entreprises. Quelques données plutôt franco-françaises cette fois-ci. Là, c'est une analyse IDC France qui date donc de 2017. C'est un marché, vous voyez, qui en 2021 va peser 1 milliard. Ça va dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires. 3 leaders en France, SAP, Salesforce et Oracle. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer les positionnements des uns et des autres. Une donnée intéressante, c'est celle ici de la croissance annuelle moyenne des grands domaines couverts par les CRM. On voit que le marketing est particulièrement plébiscité, suivi du service client, et enfin des ventes, ce qu'on appelle aussi la SFA, la Salesforce Automation, l'automatisation des forces de vente, donc les équipes commerciales, qui, pour ceux qui sont équipés d'un CRM, sont déjà bien dotés, et généralement à 95%, les CRM en place couvrent, alors plus ou moins bien, couvrent déjà ces modules de vente. C'est ce qui fait que aujourd'hui, les entreprises portent leur effort plutôt sur le marketing et le service client principalement. La gestion des centres de contact étant effectivement plus rare, puisque ce sont des acteurs en nombre moins importants sur le marché. Et puis, des choses intéressantes, une croissance annuelle de 13,7% sur les solutions CRM en mode SaaS, en mode cloud, c'est-à-dire hébergées de manière externalisée, et sur lesquelles, là, en revanche, on voit que dans le top 3, Salesforce reprend sa place de leader, suivi de Adobe et de Oracle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 7 solutions CRM sur 10 se vendent en mode cloud en France. On pourrait être quasiment à 7,5 même sur 10 à l'heure qu'il est. Et puis dernière petite information, depuis fin 2017, sur l'ensemble des marchés des logiciels de gestion, la comptabilité, la finance, les RH, etc., le marché du CRM est devenu le premier marché logiciel. Ce n'est pas le plus lourd en volume, mais c'est le plus demandé, on va dire, voilà, le plus dynamique en tout cas. Quelques informations rapides, mais là je ne vais pas commenter dans le détail, mais simplement pour faire apparaître quelques informations intéressantes sur les usages faits par les entreprises au niveau du CRM. Vous voyez qu'ici, 27% des entreprises utilisent un logiciel de CRM. Les bleus clairs et les bleus foncés, 56% sont avec du Outlook ou du Excel. Excel, c'est le premier CRM au monde, hein, clairement. Il ne faut pas se leurrer. C'est celui qui généralement est le plus utilisé et qui évolue après vers un véritable logiciel de CRM. Et puis vous voyez que dans une moindre mesure, 7,5% des entreprises, toutes tailles confondues, utilisent des logiciels d'emailing marketing qui ont des sortes de simili CRM intégrés qui permettent d'avoir une petite gestion de contact, mais sans aller aussi loin qu'un CRM dédié, bien évidemment. Et simplement, vous montrer cette slide pour attirer votre attention sur le fait que c'est environ 30% des entreprises aujourd'hui qui sont équipées de solutions, qui marchent plus ou moins bien, mais qui sont au moins équipées de solutions. Donc, voilà, il y a 70% du marché aujourd'hui qui s'intéresse à l'équipement d'un CRM. Dans les périmètres fonctionnels qu'on trouve dans les CRM, vous avez ici les grands modules présents dans les logiciels de CRM. On va voir donc ici le marketing en vert, la force de vente dont je vous parlais tout à l'heure, les équipes commerciales principalement, la gestion commerciale, certains CRM vont permettre de rentrer tous les processus de vente, voire d'achat. Donc, ça peut aller jusqu'à la facturation. Hein. Pendant longtemps, les CRM étaient cantonnés à la gestion des opportunités, des affaires, donc du business potentiel. Et aujourd'hui, de plus en plus, les CRM s'équipent de processus de gestion des devis, bons de commande, voire même bons de livraison, PV de recettes, facturation. Et certains arrivent à avoir des niveaux fonctionnels tels en gestion commerciale qu'ils peuvent complètement prendre place en remplaçant des ERP, clairement.
donc des logiciels de gestion intégrés. Et dernière composante qui a aussi le vent en poupe, ce sont donc les services clients, SAV, helpdesk, gestion des réclamations, des tickets, ainsi de suite, où les entreprises mettent en place de plus en plus des services clients grâce à leur système CRM. Dans ces différents modules, il faut savoir que les CRM équipés de modules marketing, c'est-à-dire qui intègrent totalement la gestion du marketing dans leur cœur, sont assez rares tout de même. Beaucoup disent gérer le marketing sur leur plaquette commerciale, on va dire, ou sur leur site internet, mais pour autant, ils ne vont pas gérer le moteur de gestion du marketing, ils vont gérer le moteur de segmentation marketing, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'identifier des catégories de clients, de contacts, à travers des tags que l'on va pouvoir poser un peu comme on le désire. En revanche, ce qui va lancer les opérations marketing d'emailing, de SMS, de campagne print, de campagne téléphonique et autres, souvent ça passe par une plateforme extérieure vers laquelle ils vont se relier à travers un connecteur qui sera plus ou moins intelligent selon les solutions choisies. Mais le marketing est devenu un incontournable aujourd'hui des logiciels de CRM. Pour ce qui est de la force de vente, le CRM est né dans la force de vente. À l'origine, le CRM, alors, la vérité vraie, c'est que le CRM est né dans les centres de contact. Voilà. Et ça, c'était à la fin des années 70 précisément, pour les historiens du métier. Mais assez rapidement, dès les années 90, la force de vente est devenue un domaine donc couvert par les premiers CRM, les premiers logiciels de gestion de la force de vente. Donc là, c'était vraiment animer les équipes commerciales, leur permettre de tracer la gestion des contacts, des relations, la planification des rendez-vous. Voilà, c'était tout ce qui tournait aussi autour de la collaboration, la possibilité de partager avec son directeur commercial ou avec ses équipes donc, des éléments liés au suivi des contacts, des prospects, voire des clients. Donc c'était aussi tourné autour de l'offre, hein, c'est-à-dire pouvoir établir des offres commerciales, des devis. On est arrivé de plus en plus vite vers des outils de fusion avec du Word, de l'Excel, du PowerPoint, qui permettaient de faire des offres dignes de ce nom. Et puis, assez rapidement, ces outils de force de vente, donc, qui étaient très orientés avant-vente, sont devenus des outils avec fonction commerciale qui permettaient de déclencher des devis, des commandes, des factures. Donc, on est arrivé vers la gestion commerciale. Pour un certain nombre d'entre eux, on pourra en reparler par la suite. Les grandes catégories de CRM aujourd'hui que l'on a sur le marché, il y a d'une part donc, les solutions orientées très force de vente, parmi lesquelles on peut citer, alors, on sait bien que je n'ai pas cité tout le monde, mais il y a Salesforce, il y a Microsoft, le petit logo vert que vous voyez au milieu ici, c'est Microsoft, qui est un CRM assez pertinent. Et puis, il y a un Européen qui est en train de monter très fort parce qu'il rachète de plus en plus d'éditeurs de poids. Hein. Il a racheté 2 leaders français sur ces 2-3 dernières années, c'est Effici, qui est un éditeur belge. Ensuite, il y a ceux qui ont des fortes dominantes au niveau du marketing. Donc, il y a Adobe, qui est un champion très haut de gamme, on va dire, Adobe Marketing Cloud. Il y a Actito, qui est un acteur qui monte aussi très fort depuis à peu près 2-3 ans maintenant. Et puis, il y a un dernier américain qui est important dans le domaine du marketing, c'est HubSpot, qui est connu d'un certain nombre d'agences et d'entreprises pour la gratuité de certains de ces modules. Mais bon, du HubSpot, ça finit par coûter le prix d'un Salesforce. Hein. Il ne faut pas se leurrer. À un moment donné, il faut payer les fonctionnalités. Donc, tant qu'on reste dans le cadre gratuit, c'est intéressant, mais assez rapidement, on a besoin d'étoffer les fonctionnalités. Et là, inévitablement, il faut passer un peu à la caisse. Dans les solutions liées au helpdesk, j'ai mis ici un éditeur qui est très spécialisé autour de la gestion des plateformes helpdesk, réclamation et SAV, qui s'appelle Zendesk. Donc là, c'est un éditeur de poids qui est fort, sachant que chez les autres éditeurs, hein, les Salesforce, les Microsoft, les Effici typiquement que vous retrouvez en haut, bien évidemment, il y a des fonctionnalités d'helpdesk qui ne sont peut-être pas aussi poussées que celles de Zendesk, mais qui méritent une certaine attention. Ensuite, il y a les solutions CRM dites couteau suisse, que j'appelle couteau suisse tout en un, qui ont des périmètres plutôt larges, et qui vont particulièrement bien s'adapter dans des entreprises de services, petites, moyennes ou grosses. Donc là, j'ai cité 3 éditeurs assez représentatifs à l'échelle française, Ines CRM, Simple CRM et Celle-ci.
J'aurais pu en citer bien d'autres, évidemment. Donc là, il y a une sorte de parti pris quelque part, mais voilà, il fallait que je limite un petit peu cette liste. Inès étant donc un éditeur français qui a été racheté récemment, l'année dernière, par FICI, en haut à droite, donc le fameux acteur belge, la petite bête qui monte. Simple CRM est aussi un éditeur belge. Il faut constater que les Belges sont particulièrement doués dans ces métiers-là. Et celle-ci est un acteur franco-français aussi qu'on va retrouver de manière très, très représentée sur le marché. Ensuite, il y a une dernière catégorie de CRM, enfin une autre catégorie de CRM qui sont les solutions dites open source. Qui dit open source dit un code libre d'accès qui fait que vous pouvez télécharger et déployer cette solution sur vos propres infrastructures, voire sur votre data center ou votre hébergeur cloud si vous le désirez. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, j'ai cité 3 noms, j'aurais pu en citer plein d'autres, quelques standards comme Sugar CRM, comme Odoo, peut-être un peu moins connus, mais qui commencent à monter, Corteza, voilà, qui sont des noyaux de code open source, mais qui ont leur pendant aussi en offre commerciale. C'est-à-dire que la plupart de ces solutions existent en mode packagé, avec à ce moment-là des coûts licences d'abonnement, j'en reparlerai par la suite, et qui ne sont pas non plus à négliger face aux modèles commerciaux des autres éditeurs. Dans ces grandes catégories de CRM, comme vous le voyez, il y a vraiment des solutions pour les grandes entreprises, qui sont des solutions qui vont être très complètes au niveau périmètre fonctionnel, je mets 4 étoiles. Ce sont des solutions qui sont plutôt complexes à mettre en œuvre, donc qui vont nécessiter des ressources relativement spécialisées, et pour lesquelles, assez souvent, un déploiement finalisé va prendre un certain nombre de temps. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas mettre, par exemple, un Salesforce en place de manière rapide. Il y a des projets Salesforce qui commencent à couvrir des périmètres fonctionnels au bout de 3-4 semaines, pourquoi pas, mais sur des fonctionnalités extrêmement basiques. Si on veut mettre un Salesforce de manière représentative en place dans une entreprise, ça peut prendre plusieurs mois, quelques projets qui sont même allés jusqu'à 1 an, voire 18 mois de déploiement pour certains. Et puis évidemment, qui dit du temps pour mettre en place, dit des budgets en face qui sont relativement onéreux. Donc là, je vous ai mis quelques solutions un peu donc haut de gamme qui s'adressent aux grands. Donc on retrouve Salesforce, HubSpot, Microsoft, Oracle, Edenet, et FICI qui a sa solution aussi pour concurrencer ce type de solution. Et puis après, il y a des solutions CRM pour les plus petits. Donc pour les plus petits, on va avoir des produits qui sont aussi assez complets, puisqu'on va les retrouver, vous voyez, notés à 3 étoiles au lieu de 4 pour les grands. Ils sont moins complexes à mettre en œuvre. Le déploiement peut être beaucoup plus rapide. Certains CRM peuvent être mis en place à la fin de la 2e journée, après avoir fait un certain nombre de paramétrages un peu fins. Dès la 2e journée, on peut commencer à travailler avec son CRM. Alors, quand on est même un indépendant, mettre en place un CRM de type Zoho, ça se met en place en live à la fin de la journée, quoi. Ça peut aller encore plus vite. Donc là, les déploiements sont beaucoup plus rapides, et puis ça peut être des produits qui économiquement sont plus souples et moins onéreux, effectivement, que les grosses solutions. La question qui se pose souvent, c'est de savoir, il n'y a pas de solution idéale, il y a surtout des solutions qui doivent être adaptées à vos besoins, adaptées à la culture de l'entreprise, à la volonté de la direction de l'entreprise, ça c'est essentiel, et enfin au budget. Si je reviens sur ces 4 points, les besoins aujourd'hui, souvent, beaucoup d'entreprises partent sur l'idée qu'on va faire un cahier des charges et on va décrire dans le détail ce que l'on veut obtenir dans les 32 champs de notre fiche contact. C'est pas un problème pour un logiciel de CRM. Ce qui va être important, c'est surtout de souligner les enjeux autour de vos besoins. Quels sont les besoins à enjeu? Et c'est à partir de là qu'on peut choisir à ce moment-là des solutions adaptées. La culture de l'entreprise, il y a des produits CRM qui vont s'adapter à des entreprises équipées de DSI. D'autres produits CRM qui vont s'adapter à des entreprises sans aucune DSI, uniquement qu'avec des utilisateurs un peu volontaires. On reparlera un petit peu de l'application nécessaire à la mise en place d'un CRM. Et la volonté d'une direction, c'est-à-dire qu'un dirigeant ou un comité de direction qui décide de mettre en place un outil CRM dans l'entreprise, c'est une dimension stratégique très importante. Donc, il est essentiel que la direction soit extrêmement motrice sur ce type de projet. Et enfin, le budget, il faut être conscient que, comme tout déploiement de solutions,
la mise en place d'un CRM, ça peut prendre un peu de temps, ça peut bousculer un petit peu les habitudes d'une entreprise, même petite, et ça nécessitera inévitablement un peu de budget. Je vous en parlerai plus précisément par la suite. Ensuite, deux écoles dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir les CRM en mode cloud, SaaS, Software as a Service, ou les CRM on-premise. On-premise, ça veut dire en licence. C'est-à-dire vous achetez la licence, vous payez annuellement une redevance de mise à jour et de nouvelle version, et en gros, vous avez une licence acquise forfaitairement, plus son coût de mise à jour qui est en récurrence annuelle. Et cette licence, vous l'installez sur votre architecture serveur ou dans votre data center préféré. Maintenant, le mode SaaS, Cloud, c'est les éditeurs qui vont vous proposer leur propre infrastructure hébergée. Et ça a des avantages et des inconvénients. Donc là, je vous le résume de manière assez simple. Côté licence, vous voyez que la force de la licence, c'est l'autonomie. Vous êtes autonome, vous l'installez comme vous voulez, vous maîtrisez la base de données, vous maîtrisez toute l'architecture, la sécurité et ainsi de suite. C'est des coûts d'architecture, bien évidemment, mais vous êtes complètement maître de la solution. Les données au sein de votre entreprise sont complètement hébergées chez vous. C'est une acquisition sous forme d'investissement, à l'inverse d'une solution en mode cloud qui est plutôt sur des frais de fonctionnement. Donc, comptablement, ça ne va pas se comptabiliser de la même manière. Et puis, l'avantage des licences, c'est que c'est souvent des solutions matures avec la capacité de faire des interfaces et des connecteurs relativement élaborés sur lesquels vous pouvez vraiment avoir la main. À côté, vous voyez que le mode Software as a Service, ça, ses forces, c'est une accessibilité à distance, mais qui va rester moins poussée que celle d'une licence. En revanche, une simplicité d'administration. Donc, pour beaucoup de petites entreprises, c'est extrêmement pratique. Il n'y a pas d'installation pour un mode SaaS. Pour un mode SaaS, on vous donne un login, un mot de passe, vous êtes connecté immédiatement à votre plateforme. Il y a souvent un haut niveau de sécurité, il ne faut pas le dénigrer. Aujourd'hui, quasiment tous les éditeurs qui proposent leur solution en mode SaaS ont des très hauts degrés de sécurité sur leur data center. Ce sont des solutions aussi très évolutives, c'est-à-dire que l'éditeur qui vous propose sa solution hébergée fera évoluer sa solution au fur et à mesure de manière complètement transparente pour vous. Là où dans le cas de la licence, ce sera à vous de migrer vos nouvelles versions et les mises à jour, donc ce qui fait que vous les faites moins souvent. Donc il n'y a pas de mise à jour nécessaire de votre part, ça se fait par l'éditeur dans le mode SaaS. Et puis souvent, dans le coût de la redevance mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle que vous allez payer sur votre licence en mode SaaS, le support est intégré directement, ce qui généralement est plutôt un surcoût de support quand on est dans une phase licence. Au niveau des faiblesses sur les licences, le niveau de sécurité, vous êtes obligé d'investir très fort pour obtenir un niveau à peu près équivalent à celui d'un mode SaaS. Il faut vraiment mettre des tickets élevés. La faiblesse, comme je vous l'ai dit, c'est l'évolutivité. Tout le monde ne met pas à jour la dernière version. Et souvent, les licences restent pendant une année, 2 années, voire 3 années, voire plus pour certains, sans évoluer, ce qui est un peu dommage. Les interfaces pouvant être, pour le coup, vieillissantes, pouvant un petit peu rebuter certains utilisateurs de l'entreprise, et puis des migrations de versions qui peuvent devenir très onéreuses dans certains cas. Et à côté de ça, dans les faiblesses du SaaS, l'hébergement, il faut y faire attention, mais les hébergements peuvent être en France, en Europe ou à l'international dans d'autres endroits, dans d'autres data centers. Et ça, pour quelques entreprises qui ont des datas sensibles, il est très important de bien valider dans tous ces éléments de contexte de data center. Les interfaces sont parfois complexes pour certains éditeurs, mais plus ça va, plus ça se facilite grâce aux web services et aux API, qui sont des technologies qui permettent de connecter le CRM à peu près avec n'importe quoi. Et enfin, la disponibilité des services des éditeurs en mode SaaS est un peu moindre que celle des éditeurs en mode licence, mais bon, ce n'est pas une vérité complète. Alors, comment s'y prendre pour trouver une bonne solution, la bonne solution? Il y a 10 étapes principalement. Ces 10 étapes, je vous les ai résumées ici. La première, c'est penser base de données. Puisque votre CRM va être totalement centralisé, vous allez avoir une unique base de données dans laquelle toutes les informations seront collectées et partagées. Et de cette base de données découlera toute la gestion de la sécurité de ces datas, c'est-à-dire à qui vous allez donner le droit d'utilisation de ces données pour consulter, modifier, supprimer, exploiter, exporter et ainsi de suite. Donc là, les questionnements sur les bases de données sont importants. Ensuite, il y a votre capacité à vous adapter. Un des conseils que l'on donne, c'est choisissez un produit qui va vous ressembler, qui va vous plaire, dans lequel vous allez vous sentir à l'aise,
et faites en sorte d'épouser au maximum ce qu'il va vous proposer. Les CRM ont été conçus pour être structurants. N'essayez pas de faire l'inverse. N'essayez pas de déshabiller le produit pour le réhabiller selon vos souhaits. Certains le font, c'est extrêmement onéreux et ça amène plutôt souvent des demi-échecs, voire des échecs complets. Troisième point important, la disponibilité en interne de vos équipes projet. Sur un projet un peu dimensionné, il est essentiel d'être conscient qu'on aura besoin de passer un minimum de temps. En gros, pour 1 heure de service de votre prestataire qui vient vous déployer le produit, il y a 1 heure à 1h30 de votre part, de la part de vos équipes. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Donc, il faut s'apprêter à avoir une disponibilité. D'où la nécessité aussi de gérer les calendriers, les plannings de déploiement, pour ne pas faire ça, par exemple, sur des phases de forte saisonnalité dans certaines entreprises. Ensuite, il y a le périmètre que vous allez désigner. Ce n'est pas la peine de vouloir se précipiter tout de suite en disant je vais mettre en place la force de vente, le marketing et le service client. Tout d'un coup, one shot, big bang, 1er janvier prochain, tout le monde utilise le CRM. Non, faites-le par lot, progressivement. Commencez par la force de vente, faites le marketing dans la foulée, terminez avec le service client. Voilà, c'est des choses qui relèvent souvent du bon sens. Ensuite, il faut effectivement faire ce choix stratégique en termes d'architecture. Est-ce que je choisis le mode SaaS, donc hébergé, ou le mode licence? Donc là, il y a des questionnements à se poser sur la nature des datas que l'on a à héberger, sur leur niveau de confidentialité. Des entreprises confidentielles défense, par exemple, certifiées ou agréées confidentielles défense, ne vont pas prendre un mode SaaS hébergé aux États-Unis ou en Inde. Ils vont l'éviter, bien évidemment. Ensuite, il y a le planning. Il faut à tout prix que vous fassiez une version 0 de votre planning. Il est important de penser planning parce que un tout petit déploiement dans une petite structure, il va prendre aussi quelques semaines. Donc, même pour quelques semaines, ça vaut le coup de se poser la question du planning ou du rétro-planning. Je vise une mise en exploitation le 1er janvier prochain. Eh bien, je mets mon rétro-planning en place et je définis toutes mes séquences préalables donc à cette mise en production. Ensuite, il y a la place du client au sein de votre entreprise. À la limite, ça aurait dû être le numéro 1, ça. Parce que vous mettez en place un CRM pour mieux gérer votre client, pour lui apporter un service de qualité, pour avoir une meilleure connaissance de lui et ne pas communiquer à côté de la plaque. Tout l'intérêt d'un CRM, c'est d'avoir de la pertinence dans la relation que vous mettrez en place avec le client. Ça passera par des éléments de segmentation qui vous permettront de connaître ses centres d'intérêt, de pouvoir récupérer au nom du RGPD, le fameux RGPD, des éléments sur la manière dont il veut recevoir vos communications. Il les veut journalièrement, hebdomadaires, mensuels, il n'en veut pas, ou il veut que certaines et pas d'autres, et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Ensuite, il y a le choix de l'intégrateur ou du partenaire qui va vous accompagner sur le projet. Là, je parle sur des projets un peu plus dimensionnés, qui nécessitent donc la présence d'un intégrateur. L'évaluation d'un intégrateur, c'est absolument essentiel. Je vous donne une statistique qui remonte à quelques années et qui est encore valable aujourd'hui. Quand on questionnait des chefs d'entreprise ou des décideurs ou des DSI sur leur projet avant de l'avoir mené sur un déploiement de CRM, c'était valable aussi pour des déploiements de ERP, un logiciel de gestion intégré. 70% des clients disaient ce qui est important, c'est le produit. 30% disaient c'est l'intégrateur. 6 mois après avoir déployé leur solution, c'était complètement l'inverse. On leur reposait la même question, ils disaient non, non, le plus important c'était l'intégrateur, 70%. Et 30% c'était le niveau technique et fonctionnel de mon produit. Tout compte fait, c'était pas si important que ça. Donc, c'est dire l'importance de l'intégrateur. Enfin, pour les dossiers, les projets plus dimensionnés, plus importants, il est souvent demandé par la direction, et ça peut être piloté par des cabinets, par des sociétés extérieures ou par les directions des entreprises, travailler sur le ROI, le retour sur investissement, la rentabilité de cet investissement. Donc là, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont connus dans la profession et qui permettent donc de suivre la rentabilité. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que dans beaucoup d'entreprises, sans avoir à rentrer dans des schémas très complexes de gestion de la rentabilité, on a très vite fait, même au moment des avant-ventes, avant même que les décisions soient prises, de prouver aux décideurs que la mise en place du CRM améliorera la performance de l'entreprise à tous les niveaux, en termes de process, d'organisation et de génération de chiffre d'affaires. Une entreprise bien équipée avec intelligence d'un CRM, elle peut avoir des marges de progression de 17 à 34%. C'est énorme. Et à ISO effectif,
J'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire sans grossir les équipes. Donc ça, c'est pour les projets les plus réussis en termes de déploiement. Et enfin, dernier point, il faut effectivement avoir prévu un budget. Donc là, mon conseil, c'est effectivement de prévoir des budgets même sur le temps, hein, de lotir et de définir justement ces lots avec des budgets qui peuvent se faire de manière progressive. Donc, comment trouver le meilleur compromis face à tout ça? C'est de trouver le produit le plus adapté à ses besoins, à ses enjeux, et c'est faire en sorte d'avoir quelqu'un éventuellement qui peut vous accompagner pour trouver la meilleure des solutions sur un marché de 196 solutions. Alors, dans la slide qui suit, je vais vous montrer quelques tarifs. Là, typiquement, vous avez par exemple un éditeur américano-indien qui s'appelle Zoho, qui dans sa version, alors là c'est la version Enterprise, c'est la version sérieuse, hein, c'est la version très intégrée avec un large périmètre fonctionnel, va coûter 50 € par utilisateur et par mois. 50 €, on va dire que c'est le tarif moyen d'une solution professionnelle digne de ce nom pour une belle PME-PMI. Voilà. À côté, je vais vous mettre par exemple Salesforce. Salesforce, qui est donc l'empereur, vous voyez que ça démarre à 25 €. Alors très honnêtement, vous en avez pour votre argent. Il n'y a quasiment rien à 25 €. Donc très vite, au bout de quelques semaines, vous avez tout de suite besoin de passer à 75. Et voire vous terminez le plus souvent à 150 € par utilisateur et par mois. 300 €, c'est beaucoup plus rare. C'est plus pour des administrateurs ou des gens qui vont avoir des fonctionnements en autonomie totale autour de Salesforce. Et Salesforce est un écosystème énorme qui fait que là, vous avez les coûts du noyau Salesforce, mais auquel il faut après prévoir des coûts additionnels de tout un tas de plugins, d'add-ons, d'applications complémentaires et ainsi de suite. Donc, beaucoup de projets Salesforce chez les grandes entreprises finissent par coûter des budgets de déploiement ERP, quoi. Donc, ça peut coûter extrêmement cher. Mais c'est vraiment du produit très haut de gamme avec des couvertures fonctionnelles particulièrement pertinentes et très riches. Salesforce sait répondre à peu près à n'importe quel besoin, quel qu'il soit, de quelque nature que ce soit. Ensuite, je vous ai pris ici Microsoft, donc, qui est une alternative particulièrement sérieuse. Vous voyez qu'on a des tarifs donc, qui sont à 97 € par utilisateur et par mois, 160. Vous voyez qu'on commence à s'aligner à peu près sur Salesforce. Ils essaient, en revanche, Microsoft va proposer plus d'outils intégrés à ces prix-là que ne le fait Salesforce. Donc voilà, il faut savoir comparer et connaître, je dirais, les composantes de ces différentes offres. Mais en gros, à 177,10 €, vous voyez, avec la version 365 plans, vous avez un outil qui est plus complet, qui en fait plus que la version à 150 € de chez Salesforce. Ensuite, j'ai pris Effici, le fameux européen dont je vous parlais tout à l'heure, belge, qui propose, vous voyez, à 55 € en bas à gauche, 70 € une version premium, 85 € la corporate, donc qui viendrait, je dirais, bousculer des Microsoft ou des Salesforce. Donc, croyez-moi, la version à 55 € par utilisateur et par mois, elle en offre déjà beaucoup. On a déjà de très larges périmètres qui plus est, la version premium à 70 € est extrêmement complète et permet de couvrir des périmètres très, très larges en PME, PMI. Et puis, j'ai pris un dernier ici qui est Simple CRM, l'autre belge, le petit belge, qui lui aussi propose une version à 25, 40 et 65. Et alors, lui, il ose carrément, puisque aujourd'hui, à 65 €, la version Business Plus en fait, allez, on va dire globalement, pratiquement plus que la version à 177 ou à 150 que l'on a chez Salesforce et chez Microsoft. Donc là, on a affaire aussi à un outil un petit peu à la Zoho, mais avec un écosystème, des outils extrêmement intelligents. Et c'est l'un des rares à intégrer depuis l'origine dans son noyau CRM de l'intelligence artificielle. Là où c'est arrivé plus tardivement chez Microsoft et chez Salesforce, où ce n'est pas encore disponible dans Effici, mais ça le sera prochainement, l'intelligence artificielle est rentrée déjà dans Simple depuis, je crois, 2015 ou 2016. 2015, de mémoire. Donc, qui dit intelligence artificielle dit par exemple des outils qui vont vous pousser tous les matins un email avec des suggestions de fiches contacts que vous allez pouvoir étudier et importer en un seul clic dans votre suivi de portefeuille. Et il va aller établir les profils de ces prospects sur la base de vos échecs et de vos réussites dans votre module d'avant-vente. Il analyse l'ensemble des données des entreprises que vous avez remportées en appel d'offres, en signature, ou sur lesquelles vous avez eu un échec, et il va donc créer une sorte de profiling
du lead type et il va vous pousser régulièrement comme ça des leads. Ça, voilà un exemple d'intelligence artificielle, entre autres. Dernière chose, et puis je laisserai un petit peu de temps aux questions-réponses. Les entreprises qui ont des projets un peu plus structurés font appel, par exemple, à nous sur des notions de benchmark. Benchmarker, c'est quoi? C'est faire une analyse dans le contexte du client de 3, 4, 5 solutions CRM. Donc là, je m'adresse plutôt à des entreprises un peu structurées qui savent que s'ils devaient mener leur propre enquête pour aller trouver le bon éditeur qui va leur correspondre, c'est une démarche qui va leur coûter facilement 15 000 20 000 euros de coûts d'immobilisation interne pour l'ensemble des collaborateurs qui prendraient part à cette étude. Aujourd'hui, les sociétés extérieures peuvent mener ça avec des coûts de 5 à 15 000 euros. Alors à 15 000, on a le très haut de gamme et on va avoir vraiment des missions, on va avoir des benchmarks particulièrement contextualisés et répondant parfaitement aux besoins d'une entreprise. L'intérêt, c'est de bénéficier de préconisations effectivement d'experts que nous sommes, d'avoir des analyses sur les aspects fonctionnels, techniques, environnementaux, sur les capacités de prise en main, sur les coûts globaux. Donc, on fait des analyses extrêmement pointues autour des outils qui sont les plus adaptés donc, à vos demandes. Et puis, l'intérêt, c'est d'avoir aussi une analyse neutre. On n'est pas à coquiner à un éditeur plus qu'à un autre. Donc, on est capable aujourd'hui d'analyser typiquement 196 solutions à l'intérieur de nos benchmarks. Et puis enfin, c'est le gain de temps. Aujourd'hui, analyser un marché quand ce n'est pas votre métier de base, ça va vous prendre sacrément du temps. Donc, souvent, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas analyser le marché. Donc, vous allez rester autour des leaders et souvent, vous allez opter pour le leader là où un challenger aurait pu très largement prendre sa place. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je pense qu'Élise, tu peux peut-être ouvrir les micros des gens et je suis prêt à répondre à vos questions. Intervention très complète. Merci beaucoup. Vraiment très bien. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à contacter Thierry ou à vous contacter via l'adresse transphonum@lamele.com. Et puis de parler de l'opération transformation numérique autour de vous pour les TPE-PME d'Occitanie qui pourraient avoir besoin d'un accompagnement en transformation numérique, notamment par Thierry qui fait partie de notre catalogue d'experts. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci encore Thierry pour cette intervention. Je voudrais juste terminer sur un dernier point, justement dans le cadre de cette mission transformation numérique. Aujourd'hui, j'accompagne des clients qui, sur les phases justement d'audit et de définition de leurs besoins, bénéficient d'une subvention qui peut monter jusqu'à 50% de nos prestations grâce à ce dispositif de la transformation numérique. Donc, n'hésitez pas à passer par la mêlée, par Élise, pour ces diagnostics que l'on peut prendre en charge. Et je fais partie des experts, effectivement, qui interviennent sur ces sujets-ci. Eh bien, merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. Le prochain déjeuner Transphonum aura lieu mardi prochain, le 15 juin. Il sera animé par Amélie Gagné. Donc, je vous laisse aller voir sur l'agenda de la mêlée pour vous inscrire et passer une très belle fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup, Karen. C'est très, très intéressant. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, Élise. Merci, bonne journée.